Bienvenue dans le podcast Le plus jeune dans la pièce. Chaque semaine, je vais inviter des experts qui s'y connaissent beaucoup plus que moi sur chaque domaine. L'idée, tu l'as compris, c'est que chaque fois, on en ressort beaucoup plus affûté sur chaque domaine. L'idée, c'est qu'on ait une conversation sans bullshit, qu'on aille vraiment en profondeur et qu'on aborde les sujets qui ne sont pas forcément abordés en ligne sur YouTube. On attaque directement. Dox, enchanté. Enchanté, ami de longue date, j'espère que tu vas bien. Premier podcast, c'est un honneur d'être le premier invité. Exactement, premier invité de ce podcast qui débute dès aujourd'hui. Je te laisse te présenter, même si nous on se connaît depuis pas mal de temps. Je te laisse te présenter, Dox. Eh bien écoutez, moi c'est Dorian, depuis 3 ans et demi je suis web designer, donc je fais des sites internet pour les entreprises, pour les aider à obtenir plus de clients la plupart du temps. Depuis 1 an et demi, je me suis spécialisé dans les SaaS, donc dans les software as a service, donc les logiciels souvent B2B qui vont du coup avoir un logiciel en tant que service, tout simplement. Et donc, du coup, l'idée, c'est que maintenant, je les accompagne sur toute la partie produit, sur l'UX UI, donc sur l'intérieur de la plateforme, en plus de la partie site internet. Donc, du coup, on les aide sur le parcours utilisateur, sur le taux de conversion, à traquer aussi toute leur data à propos de leurs utilisateurs, pour qu'ils aient un maximum de données et pour qu'ils puissent prendre des décisions stratégiques pour contribuer à leur croissance, tout simplement. Ok, cool. Cool par rapport à ça. Et tu dis qu'il y a un site qui vend quelque chose, un logiciel qui vend quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce domaine-là, moi non plus, je ne suis pas forcément expert là-dessus. Et c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres logiciels, d'autres sites qui n'ont pas pour but de vendre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes familles entre guillemets de sites. On a les landing pages, donc du coup les pages d'atterrissage. Donc ça, elles ont un but précis, elles ont un objectif bien précis. C'est du coup de convertir le trafic qu'on ramène sur la landing page en client. Tout simplement, ça va pouvoir être du coup du trafic qui vient d'ads, donc de publicités payantes sur Meta par exemple, ou directement de trafic qui viennent des réseaux sociaux. L'idée c'est qu'en fait ce soit une même source de trafic qui soit qualifiée, que ce soit la même audience, le même persona, pour qu'en fait on puisse avoir un angle qui soit très spécifique pour une certaine cible et que du coup la landing page serve à convertir un certain type de client. La deuxième famille du coup c'est les sites vitrines, donc qui n'ont pas du tout pour but premier de vendre, mais plutôt du coup d'apporter une crédibilité ou d'apporter de la valeur perçue du coup pour l'entreprise. Typiquement quand on va sur un site d'une grosse agence par exemple, ou même par exemple voilà, d'une entreprise quelconque, on va voir juste des informations sur elle, la date de création, l'équipe par exemple, des sections qu'on ne va pas du tout retrouver sur une landing page qui a juste pour but de convertir sur une offre bien particulière. A contrario, du coup, le site vitrine sert vraiment à apporter de la confiance sur l'entreprise au global. Ok, cool. Et par rapport à ça, toi, ces deux sites, c'est quoi vraiment la type de famille, comme tu me dis, que tu préfères faire ou tu as le plus d'expertise aujourd'hui? Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai commencé par des landing pages parce que du coup, on a tout de suite des enjeux du coup, de conversion parce que du coup, c'est de la vente directe et c'est la première data, c'est la première métrique qu'on va regarder sur une landing page, c'est le taux de conversion. À quel point du coup la landing page, sur 100 personnes par exemple qui arrivent, combien vont réellement convertir Ouais. et combien vont réellement passer à l'action sur une prise de rendez-vous par exemple. Sur un site vitrine, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Du coup, en fait, tu vends pas tellement de la performance, mais tu vends plus du coup un résultat joli et esthétique, on va dire, qui Hmm. sert du coup les intérêts de valeur perçue et de branding de l'entreprise, et Ok. pas tellement de performance de vente directe, quoi. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Et par rapport à ça, toi, tu conseillerais par exemple le site vitrine ou la landing page à quelle étape d'une entreprise, par exemple les entrepreneurs, les solopreneurs qui nous regardent, comment tu les conseillerais par rapport à un site de vitrine ou un site vraiment landing page qui a pour but de convertir? Aujourd'hui, pour le coup, je pense que la majorité des gens euh, ont besoin d'une landing page pour commencer. Pour le coup, c'est vrai que le site vitrine peut être remplacé très facilement par les pages sur les réseaux sociaux, par exemple, Mhm. qui du coup, en fait, te servent de preuve sociale. On parle par exemple des comptes des fondateurs en personal brand, par exemple, qui du coup, en fait, permettent de mettre de la social proof, de mettre des résultats clients, de montrer un petit peu le lifestyle aussi, les manières de travailler, euh, pour peu que le fondateur fasse du building public. Donc, en fait, montrer les coulisses de l'agence ou du business directement sur les réseaux, en fait. Ça crée du lien, ça crée de l'authenticité, ça crée de la confiance. Des objectifs, en fait, qui sont communs à un site vitrine. Mhm. A contrario, du coup, pour une landing page, c'est vrai que dès qu'il y a une offre qui est mise en place, dès qu'il y a un tunnel de vente,
bah, c'est vrai qu'une landing page à la fin, avec par exemple une VSL, donc une vidéo qui va permettre de mettre en avant l'offre et de qualifier le prospect, bah, c'est vrai que ça va tout de suite servir pour un business early stage, donc un business qui vient de commencer, parce que ça va permettre en fait de clarifier l'offre, de qualifier les prospects. Mm. Donc le trafic qui arrive sur cette page va vraiment comprendre l'offre en détail. Et du coup, ça permet voilà, de mettre en avant une offre et de faire du cash, on va dire, rapidement. Euh, pour un site vitrine, c'est vrai que au début, c'est pas forcément le must, c'est pas forcément obligatoire d'en avoir un quand on commence. Ah, c'est une vitrine? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Donc ouais, enfin ça dépend de tes objectifs. Le site, du coup, si je comprends bien, vitrine, c'est pour faire un aspect premium. Tu peux faire ça aussi sur Instagram. C'est plus pour... et du coup, c'est vrai que c'est quoi la différence, toi, sur... par exemple, moi, là, j'ai cette valeur perçue de travailler mon branding. Et du coup, quelle est la différence entre travailler vraiment sur les réseaux sociaux et travailler bah, sur un bon site internet? Quelle est la différence selon toi entre les deux par rapport à ça? En fait, le jour où tu veux tourner vraiment ton business autour de toi, c'est vrai que faire du coup d'Instagram par exemple, ton réseau social où finalement ça va être ta vitrine, donc du coup autour de ta personal brand, c'est super intéressant. Quand du coup bah, ton business tourne un petit peu autour de toi, euh, on le retrouve par exemple avec des Mathis Chloé, des Yomi Denzel, où en fait pour le coup on connaît presque plus leur personal brand que vraiment en fait leur marque, donc The Ecosystem et Minea par exemple le SaaS de Yomi, qui est très peu connu des gens, alors que quand tu parles de Yomi en fait tu connais la personne, mais tu connais pas forcément le business derrière avec le logo et le branding de son entreprise. Donc pour le coup, pour des gens comme ça, c'est vrai que leur vitrine première c'est les réseaux. Pour d'autres qui veulent pas du tout, par exemple, se montrer, Mhm. etc., un site vitrine, ça peut être méga intéressant parce que du coup, en fait, c'est la vitrine de l'entreprise. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un aspect plus pro, entre guillemets. Ouais. Donc, en fait, dépendant de la cible que tu veux toucher, c'est vrai que pour d'autres, pour des prestataires de services, par exemple, Mm. et même si tu veux revendre ta boîte, c'est vrai qu'avoir un site vitrine, ça va permettre de détacher complètement ton image de l'image de la boîte et du coup, de dissocier les deux, quoi. Ouais, c'est incroyable ce que Dorian veut vous partager parce que beaucoup des fois se posent la question est-ce que je dois plus développer un site ou alors je dois développer mon compte Instagram et là il y a répondu. Donc pour vous faire simple, si vous voulez développer votre image personnelle, allez sur les réseaux sociaux et si par contre vous voulez développer une marque totalement bah, différente comme il a pu expliquer, donc par exemple Yomi Denzel avec Midea, c'est Midea non? Ouais, c'est ça. Et ben voilà, là passer par un site internet directement et à ce moment-là vous pouvez contacter Dorian pour ça. Ça fait plaisir, le petit coup de pub, ça Exactement. régale. Donc ok, super Dorian. Moi, le thème que je voulais aborder avec cette petite intro, c'est bah, tout le monde en parle au jour d'aujourd'hui et c'est hyper important d'avoir ton avis là-dessus. C'est bah, l'intelligence artificielle Bien sûr. concrètement. Qu'est-ce que ça change de le développement de cette intelligence artificielle pour les développeurs? Parce qu'on entend un peu de tout sur les réseaux sociaux. Je suis curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Alors, pour le coup, moi, je vais parler du coup beaucoup plus de la partie produit, donc de logiciels, de SaaS, etc. Parce Ok? que du coup, c'est là-dedans que je suis actuellement. Je dirais que l'arrivée de l'IA a drastiquement cassé les barrières d'entrée. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, n'importe qui peut créer un produit plus ou moins viable selon ses connaissances. Donc, juste en ouvrant Claude Code, par exemple, n'importe qui peut créer voilà, un petit dashboard, répondre à un semblant de problématique. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de penser que parce que tu peux créer un dashboard et que finalement voilà, tu peux effectuer quelques actions euh, voilà, sur une plateforme que tu aurais créée en quelques prompts, faut pas penser que voilà, tu vas pouvoir atteindre 10 000 € de MRR grâce à ça. Loin de là. Créer l'application, du coup, maintenant, ça devient bien plus simple. Le problème, c'est que il faut trouver son marché, trouver son product market fit. Donc, du coup, on va trouver un produit qui répond exactement aux besoins d'un certain marché et d'une certaine cible. Du coup, ça, c'est des choses qui sont oubliées et négligées par 90% des gens en fait, qui vibe code aujourd'hui. Et du coup, en fait, on se retrouve avec des applications qui servent pas à grand chose, qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut faire nativement avec Claude Cowork ou même avec Claude Code pour les plus tech. Donc en fait, j'avoue que certes, la barrière d'entrée bah, est bien plus basse qu'avant, Mhm. mais du coup, en réalité, ça change pas tellement les choses parce qu'en fait, les développeurs ont été les premiers à adopter l'IA et l'intelligence artificielle, donc Mhm. avec Claude Code par exemple, dont on entend énormément parler en ce moment. Et il y a de quoi d'ailleurs, pour le coup, c'est les développeurs qui ont été les premiers informés là-dessus, et pour moi qui sont en haut de la pyramide en termes d'IA, parce qu'en fait, c'est eux qui comprennent les modèles, c'est eux qui se tiennent informés le plus. Et donc en fait, le temps que l'information arrive en bas de l'échelle, entre guillemets, je parle pour les non-tech et ceux qui voient ça comme de l'argent facile, entre guillemets,
Au final, bah voilà, les techs et les développeurs ont déjà 5 longueurs d'avance. Donc pour moi, ça ne représente pas forcément une menace à l'heure actuelle en soi. Maintenant, c'est vrai que, évidemment, vu que la barrière d'entrée est plus basse, les attentes et ce qui vont faire qu'un SaaS va fonctionner, forcément, bah, ça augmente et les attentes minimum augmentent pour les SaaS de manière générale, quoi. Ok, ouais. Et tu parlais de business, du coup, enfin qu'il fallait avoir cette notion de valeur, de business qui était importante, pas juste de créer un dashboard. Hmm. Donc pour toi aujourd'hui, quelles sont les attentes des entreprises qui veulent passer par un web designer, par un designer? Euh, ouais, dis-nous. Je pense que le fait voilà, de passer par un UX UI designer pour un SaaS, du coup, parce on dissocie un petit peu ça du web. Web designer, du coup, c'est vraiment pour les sites internet. Et du coup, Ok. UX UI designer, ça va être aussi sur la partie web app, donc sur la partie logiciel. Et du coup, pour le coup, c'est vrai que en faisant appel voilà, à un expert comme ça, on optimise vraiment du coup les parcours utilisateurs. On fait en sorte que les fonctionnalités soient cohérentes. Moi, en tout cas, je l'inclus dans mon offre. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, voilà, on fait en sorte de travailler vraiment avec le fondateur en étroite collaboration. Pour qu'en fait, il nous explique clairement quelle est la problématique de sa cible, qui sont sa cible. Pour qu'en fait, nous, quand on se met à travailler, on comprenne exactement ses enjeux business et qu'on fasse pas juste du design pour faire joli, mais qu'on fasse vraiment du design qui va être stratégique et qui va servir directement les intérêts business du logiciel. Hmm. Et tu dirais quoi à une personne qui dirait ça, par exemple, la partie cible, la partie message, Claude, par exemple, tu peux lui partager ta cible, pardon, ton message. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dirait je peux passer par Claude au lieu d'un UX designer, c'est ça? Hmm. Et ben, au lieu de passer par un UX designer, je peux passer par Claude qui peut aussi faire cette partie-là. Message pour toi, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Moi, j'aime beaucoup une métaphore, c'est qu'en fait, quand on va dans un restaurant étoilé, en fait, on prend l'expertise du chef cuisinier, donc les années d'expérience, etc. Évidemment, on peut être à la maison, on peut aller à l'épicerie du coin et se faire une pizza surgelée ou un plat surgelé. Évidemment, on peut le faire. Par contre, la différence entre un chef étoilé et un micro-ondes, bah, en fait, c'est le jour et la nuit, littéralement. Donc évidemment, tu peux avoir le même résultat, parce que du coup, le sentiment de satiété sera en aller, parce que du coup, tu auras mangé. Mais du coup, finalement, t'as pas du tout le même résultat et du coup, bah, les mêmes performances derrière, quoi. Et ça, tu l'as vu par exemple dans des boîtes, la différence entre des boîtes qui sont passées par exemple par Claude, qui ont, bah, en plus, juste avant, tu avais Mm. un appel avec une personne, je crois qu'il avait fait sur Claude un début d'une app. Est-ce que toi, tu as eu et tu pourrais les partager ça peut éviter à certains potentiellement d'aller sur un chemin qui n'était pas celui envisagé pour aller chercher des résultats, mais est-ce que tu as déjà vu des boîtes qui sont passées par faire Claude ou faire grâce à Claude des apps et à l'inverse de passer par toi? Est-ce que tu as déjà vu des boîtes qui ont fait ces... À mon sens, c'est extrêmement cohérent de commencer par Claude pour avoir un Ok. début d'idée, etc. Parce que du coup, bah, c'est vrai que entre un fondateur qui essaie de nous transmettre son idée, parfois ça peut être un petit peu flou. Par contre, quand il la transpose directement grâce à Claude, ce qui est bien, c'est que du coup, bah, en fait, il arrive à transposer son idée, au moins pour les fonctionnalités, sans dire que le parcours va être optimisé, sans dire que le design va l'être non plus. Mais du coup, au moins, en fait, on comprend ce qu'il veut. Hmm, ouais. Et parfois, du coup, ça aide au niveau de l'identification des besoins et du cadrage du coup, des enjeux de nos potentiels clients. C'est vrai qu'on comprend un petit peu mieux des fois quand ils sont passés par Claude au préalable. Maintenant, passer par Claude à 100%, bah, en fait, déjà, tu fais une croix sur la différenciation. Tu ressembles à 90% des autres SaaS du marché. Parce qu'en fait, Claude remâche les composants en fait, qu'il connaît. Donc forcément, en fait, tu auras le même design que 90% des autres logiciels qui passent aussi par l'IA. Euh, donc du coup, voilà, tu fais une croix sur ta différenciation, sur ta valeur perçue aussi. Parce que du coup, en fait, dans le milieu des SaaS, surtout les SaaS B2B, donc business to business, les gens comprennent de plus en plus que l'IA prend voilà, bien plus de place qu'avant. Et en fait, comprennent ce qu'est un design IA. Hmm, Les codes ouais. commencent à ressortir de plus en plus. Donc en fait, surtout dans un domaine comme ça, avec beaucoup de gens qui sont dans la tech, bah, en fait, voilà, la confiance est pas forcément au maximum quand tu as un design IA, parce que du coup, tes potentiels clients vont voir que tu as fait ton SaaS avec l'IA. Donc évidemment, je dis pas que tu peux pas avoir de clients, ce serait mentir. Mais du coup, déjà en termes de valeur perçue, Ouais. c'est très très bas aux yeux des clients, quoi.
Ouais, 100%. Et d'ailleurs, par rapport à ça, un petit parallèle, c'est quand tu fais de la création de contenu. Moi, je vois sur LinkedIn, et ça a été mon cas, Mhm. je postais beaucoup avec l'intelligence artificielle, avec Claude, et ça se voit au résultat. Ça se voit que c'est pas authentique. Ça se voit que voilà, tout le monde a un peu la même structure. Et donc, pour toi, c'est un peu le même schéma sur sur les web design, enfin, l'UX design, pardon, Ouais. au niveau des SaaS. C'est ce que tu remarques. Et du coup, ben, j'imagine que ça peut jouer sur les ventes, ça peut jouer sur la crédibilité derrière. Ouais, clairement. En fait, moi je dirais que les gens en SaaS, et même de manière générale, achètent beaucoup avec la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, un prospect qui a confiance en vous va acheter chez vous. Euh, En vrai, c'est un truc de business de manière générale, mais surtout en SaaS, du coup, en fait, la valeur perçue, ça va jouer avec la confiance. Si vous avez une valeur perçue qui est haute, les gens vont avoir confiance. Parce que du coup, vous allez respirer la crédibilité, Hmm. respirer l'expertise. Du coup, forcément, les gens vont avoir confiance. Évidemment, ça se travaille aussi avec la social proof et plein d'autres choses, mais voilà, globalement, un design qui est beau, qui est stratégique, il va travailler pour toi. Et du coup, ça va servir directement en fait ton business et ta croissance quoi. Ok, ouais, 100%. 100% d'accord par rapport à ça. Et de toute façon, c'est une question de valeur perçue. Et ça, les marques comme Apple, comme d'autres marques, elles l'ont bien compris parce qu'elles jouent une grosse partie sur le design. Et moi, je me posais une question. Quand les boîtes, elles n'avaient pas cette partie-là de développer une app, déjà un peu pour voir ce qu'ils ont en tête, par exemple sur Claude, faire les premiers Mhm. pas pour vous, en tant que designer, vous ayez une idée. Comment ça se passait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois d'avoir une app qui bah, vraiment tu comprends pas ce que le fondateur veut concrètement, parce que vraiment il n'explique pas les choses comme il faut, ou il l'a dans sa tête, mais parce que tu as toujours des fois, tu l'as dans ta tête, mais c'est compliqué de dire comment tu le vois. Mhm. Ça t'est déjà arrivé ça une fois, quelqu'un qui t'explique Ouais, un projet et tu comprends rien? ouais, pour le coup, j'ai eu un prospect il y a quelques temps qui ouais, partait un peu dans tous les sens. Donc en fait, qui avait plein d'idées, Hmm. qui réfléchissait, je pense, super vite. Du coup, c'était très compliqué de le comprendre. Au final, du coup, on s'était pris un appel pour vraiment clarifier ses besoins. Moi, je lui ai mis des barrières aux endroits où ça me semblait nécessaire, parce qu'en fait, sinon, il partait vraiment dans tous les sens. Et du coup, on avait réussi à cadrer ça comme ça, en faisant aussi quelques petites maquettes, du coup, croquis à main levée, voilà, sur des applications type Miro, pour du coup dresser les premiers écrans et les premières actions principales. Mais du coup, ouais, c'est vrai que l'intérêt de Claude, c'est que voilà, maintenant, un fondateur voilà, peut être autonome et peut te sortir une idée plus ou moins travaillée, mais au moins ça te donne déjà une bonne base pour travailler, quoi. Ouais. Et je pense que ouais, parce que moi par exemple, j'arrive à des fois à avoir des idées de branding et de qu'est-ce que je voudrais mettre en place, Mhm. mais c'est sûr que des fois c'est plus compliqué. Et je pense que c'est le cas aussi des personnes, des entrepreneurs qui nous regardent. On a toujours plein d'idées de projets, mais quand il faut les mettre en application, il y a toujours un gap. Et je trouve que au moins Claude, ça met un écart entre ce qu'on pense dans notre tête et aussi ce qu'on peut avoir à la fin. Ouais, clairement. Par rapport à ça, est-ce que toi tu l'as vu, l'IA, une baisse dans ton activité, une baisse de demande par rapport à l'IA? Est-ce que tu l'as ressenti cette baisse ou pas du tout? Honnêtement, je pense que j'ai pas mal travaillé mon acquisition du coup depuis, donc je t'avoue que j'étais dans une phase où j'avais de plus en plus de demandes, donc c'est vrai que je l'ai pas forcément remarqué. Je pense Hmm. qu'il y en a qui l'ont plus vécu et qui ont été plus impactés. Ouais. Maintenant, c'est vrai que du coup, nous, on arrive toujours à se démarquer du coup grâce au design, et c'est vrai que bah voilà, justement, en fait, nous, ça nous sert presque, parce qu'en fait, vu que tu as de plus en plus de concurrence sur le marché du SaaS, en fait, du coup, se démarquer en termes du UX UI, ça Hmm. devient primordial. Et d'ailleurs, il y a le CEO de Figma, du coup, l'application qu'on utilise pour le design, qui interviewait le CEO d'Airbnb. Et en fait, Airbnb disait que son seul élément différenciant, c'était le design. Et du coup, d'ailleurs, le CEO d'Airbnb était designer initialement. Et du coup, c'est un des seuls CEO designers, ou ex-designer du moins. Et Mhm. du coup, lui, c'est vrai qu'il a misé ça à 100%. Et du coup, son seul élément différenciant quasiment sur le marché, c'était justement le design. Et c'est toujours ça qu'il apprenait auprès de ses employés, auprès de ses équipes. Et du coup, au final, c'est vrai que ça a marché. Et justement, il le dit aussi. Dans une ère où maintenant tu peux créer un produit et recréer un produit en quelques semaines, en quelques jours grâce à l'IA, bah en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que c'est ton positionnement et ta valeur perçue qui va Mhm. vraiment te différencier et te faire exister aux yeux de potentiellement dizaines de concurrents qui peuvent arriver sur le marché du jour au lendemain, quoi. Ouais. Comment t'expliques, toi, même si tu nous l'as dit en quelque sorte là, mais comment t'expliques le fait que bah, le branding, le design, c'est un tel impact sur une boîte?
Parce que d'autres, ils vont nous dire, ouais, il y a toujours, en fait, il y en a qui vont nous dire peut-être c'est la vente, d'autres ça va être le marketing, l'autre ça va être la publicité, le copywriting. Et là, tu vois, il y a des boîtes, tu nous dis, bah, qu'ils explosent grâce au branding, ou grâce au design plutôt. Hmm. Comment t'expliques ça, toi, de ton côté? Ouais, 100%. Je ferai un parallèle du coup avec avec du coup des boîtes du coup qui vendent directement des vêtements, des voitures, des montres. Typiquement en fait quand tu achètes chez Rolex, quand tu achètes chez Ferrari, quand tu achètes chez Louis Vuitton ou d'autres marques de luxe, bah en fait du coup tu achètes pour la valeur, tu achètes pour le statut, tu achètes pour ce que la marque dégage, tu achètes voilà pour tout ce qu'il y a autour, à part le produit. Tu vois, t'achètes pas forcément une Rolex pour la montre en elle-même, tu l'achètes pour le statut, tu l'achètes pour voilà, les choses qui vont avec. La Ferrari, c'est pareil, quand tu es reçu en concession, tu es super bien traité. Euh, Quand tu achètes des vêtements de luxe, c'est pareil, tu vois, l'accueil est super, toute la qualité du service autour, et en fait, les valeurs qui sont associées du coup à ces marques-là sont très fortes. Et en fait, du coup, c'est pour ça que certaines marques arrivent à vendre extrêmement cher, Ouais. alors que Louis Vuitton coûte pas forcément plus cher à produire que, je vais pas parler d'entrée de gamme parce que du coup pour le coup là c'est un autre sujet du coup c'est la maltraitance dans les usines etc. Mais on va dire on prend une marque normale sans logo etc. mais qui a des produits voilà, respectables en termes de qualité. Bah voilà, Louis Vuitton va pouvoir vendre 15-20 fois plus cher, Hermès c'est encore pire, Ouais, ok. juste grâce au branding et à la valeur perçue. Et du coup en fait je pense que l'avenir du SaaS ça peut tendre vers ça en fait, tu vois, acheter du SaaS pour avoir le sentiment d'appartenance, tu vois, à un certain groupe de personnes. On a TrendTrack par exemple qui est un SaaS du coup en e-commerce qui en fait a un branding si fort qu'en fait les gens sont fiers et ornent et prônent clairement tu vois, le fait qu'ils sont clients chez TrendTrack Ouais. parce que du coup en fait ils sont tu vois fiers et c'est stylé entre guillemets d'être client chez eux, tu vois. Hmm. Tellement ils ont un branding fort et une réputation intéressante, tu vois, dans le milieu de l'e-com. Ouais. Et donc là, c'est pour les grosses boîtes, en quelque sorte, que ce soit Louis Vuitton, Mm. Ferrari, Rolex. Et du coup, toi, tu vois l'impact pour les plus petites boîtes, parce qu'en général, je pense que les personnes qui nous engagent, ce sera les plus petites boîtes, ce Ouais, bien sera des sûr. solopreneurs, infopreneurs. Le fait d'avoir un bon branding, un bon design, que ce soit sur leur SaaS, peu importe dans leur boîte, en gros, dans la grosse partie de leur boîte, Mm. quel impact ça peut avoir, du coup, pour ces petites boîtes-là, ces solopreneurs, ces infopreneurs qui nous regardent? Si on parle de personal branding, par exemple, bah, c'est vrai que déjà, en fait, montrer qu'il y a un humain derrière le business, ça devient de plus en plus intéressant sur Insta, par exemple, de montrer le lifestyle, de montrer les manières dont tu bosses, et de pas seulement, en fait, juste essayer de vendre et de convertir comme ça pouvait marcher, tu vois, il y a quelques années. Maintenant, du coup, le côté humain revient bien plus, et du coup, bah voilà, on adapte aussi ça à la brand. C'est vrai que, voilà, un SaaS, c'est quand même cool de pouvoir voir le fondateur à un moment ou à un autre, Hmm. Ok. sur l'inscription, que ce soit avec des vidéos qui nous expliquent du coup comment ça fonctionne, que ce soit à travers le support, tu vois, si on a des questions sur le SaaS. Et du coup, tu vois, tu as tout cet aspect-là ouais, vraiment humain, où finalement, en fait, même pour une petite boîte, bah, en fait, rien que le fait de voir le fondateur et qu'en fait, voilà, tu montres qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, et même globalement, même en termes de design, tu peux faire transparaître plein de choses à travers ton design qui, du coup, vont avec les valeurs que tu veux transmettre, vont avec le positionnement que tu veux adopter. Et du coup, en fait, toutes ces choses-là, ça forme un ensemble qui fait ton branding et qui fait, on va dire, ce à quoi tu ressembles aux yeux de tes prospects, quoi. Hmm. Ok. Ouais, donc ça, et puis j'imagine que ça fait plus de ventes et t'attires plus de prospects. Et c'est vrai que je t'ai entendu beaucoup parler, que ce soit en off ou même là, d'humain. Et du coup, j'ai l'impression que toi, quand tu fais le design, que ce soit sur un SaaS, parce que on est d'accord, tu fais la plus grosse partie, c'est ça, c'est des Ouais, c'est SaaS. ça. Bah, du coup, tu fais rentrer quand même des critères de, par exemple, qu'il y a un humain, des critères comme ça pour. Enfin, ouais, parle-nous-en, ça sera beaucoup plus simple, je pense, Ouais, pour mais le, tu rentres des critères, hmm. dis-nous un peu. Pour le coup, ça dépend surtout de la cible et du projet. Mais typiquement, en fait, si on fait, par exemple, un site, tu vois, pour de l'assurance ou pour des choses voilà, assez touchy niveau sécurité ou niveau administratif, par exemple, bah, du coup, en fait, c'est vrai que mettre de l'humain sur le site et en fait, voilà, montrer qu'il y a des vraies personnes, que c'est pas seulement juste de la paperasse, bah, typiquement sur un site comme ça, tu vois, ça peut jouer, dépendant de la cible aussi, dépendant du trafic qui va venir. Ok. Typiquement, pour de l'assurance ou de l'administratif, tu vois, ça va être
des gens de 40-50 ans, voilà, donc forcément, tu dois adapter en fait les photos que tu vas mettre. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça crée du lien. Euh, Ça montre que voilà, t'as ouais, ce côté humain, ce côté interaction, et même côté business. Tu vois, les personal brands, maintenant sur les réseaux, vendent extrêmement plus que les marques qui juste postent du contenu en tant que marque. C'est vrai qu'on ne le voit plus du tout. Avant, c'était plus le cas. Avant, c'était cool d'avoir son logo en tant que logo Instagram, logo de son business, j'entends. Et voilà, de créer des vidéos en mettant son logo, etc. Maintenant, on voit plus du tout ça. Euh, on met même plus forcément en avant le nom du business, ni le logo, Ouais, 100%. dans la majorité des cas, mais on met vraiment le fondateur en avant. Donc voilà, on reprend le concept de personal brand. Mais du coup, tu as vraiment ce truc d'humain ouais, qui revient au centre. Et comme je parlais tout à l'heure de lifestyle, c'est aussi pour montrer, sans parler de lifestyle méga luxueux, etc., mais un lifestyle de manière générale, quand tu bosses, quand tu vas à la salle, même quand tu pars en vacances. Voilà, ça dépend quelle photo, mais typiquement, ça va quand même servir le business à un moment ou à un autre. Parce qu'en fait, tu montres qu'il y a un humain derrière et que tu montres que voilà, t'es comme les personnes en face, quoi. Mm. Et c'est incroyable, je trouve, dans chaque métier, dans chaque expertise, tu vois, tu as toujours un niveau de profondeur. Ouais. Par exemple, dans des domaines comme la vente, à chaque fois des détails que tu vas pas voir. Et donc toi, tu vois, tu as ce détail-là de pas simplement faire un design et de le donner à la boîte. C'est vraiment le détail de mettre de l'humain. Mm. C'est cette intelligence, en réalité, c'est de l'intelligence de bien modeler le design pour que, en fonction de la marque, donc je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence émotionnelle ou de l'intelligence au niveau du design, je sais pas comment vous appelez Mm. ça, mais pour toi, et après on passera à une autre question, mais pour toi, c'est quoi les quatre niveaux, ou plus, peu importe, mais de profondeur dans les quatre niveaux plutôt d'expertise qu'a Mm. un UX pardon, designer selon toi? En vrai, je pense qu'au début, du coup, tu vas essayer de regarder ce qui se fait et d'essayer de copier, tu vois, un peu de manière bête et méchante ce que tu peux voir autre part, sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, tu vas commencer à comprendre qu'en fait, au-delà des interfaces, bah voilà, tu as des parcours utilisateurs, tu as certains composants qui servent qui servent à certaines choses. Tu vois, typiquement, quand tu rentres ton prénom, tu vois, dans un formulaire, ça s'appelle un placeholder. Et bah, typiquement, ce truc-là va servir, il y aura des règles, etc. Et tu vas utiliser chaque composant dans des usages bien précis. Ensuite, étape d'après, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est que tu comprends qu'il y a des parcours, mais tu comprends aussi qu'en fait, ces parcours, bah, au final, il y a vraiment des utilisateurs, tu vois, qui les empruntent. Et en fait, du coup, ces utilisateurs, ça va te permettre de récolter de la donnée, en fait, en regardant ce qu'ils font tout au long du parcours. Et du coup, en fait, en traquant cette data-là, tu vas pouvoir itérer et affiner du coup tes parcours selon la donnée. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle du coup du design data-driven, donc Ok. drivé par la data. Et du coup, ça, c'est vraiment un step supérieur parce qu'en fait, du coup, tu devines plus rien en termes de design. Parce que oui, il y a des bonnes pratiques, etc. Mais en fait, ce qui prône au final et ce qui prend le dessus surtout, c'est vraiment la data Ouais. et la réponse directe de tes utilisateurs. Du coup, je dirais que ça, c'est un peu le niveau ultime, en tout cas, moi, c'est là où j'en suis. Je pense qu'il y a aussi ensuite d'autres niveaux, tu vois, mais que je n'ai pas encore atteint, où finalement, ouais, en fait, voilà, traquer la data, ça te permet vraiment de prendre des décisions de manière en mettant de côté l'émotionnel et en mettant de côté ce que tu penses. Tu mets vraiment de côté tes croyances de manière très humble. Tu vas juste prendre la data, l'analyser et faire le meilleur pour essayer d'optimiser davantage, quoi. Ok. Et donc vous voyez là, c'est l'idée de ce podcast, c'est voir le niveau vraiment de profondeur qu'il y a derrière chaque expertise. Beaucoup pensent peut-être que, enfin je sais pas, mais vous me le direz directement en commentaire, mais juste être UX designer, c'est de faire un design et de l'envoyer à la boîte. Non, il y a vraiment des niveaux d'expertise et je pense que c'est une des raisons qui fait que bah, ton chiffre d'affaires il n'a pas bougé par rapport à d'autres qui forcément se contentent d'envoyer simplement un design bâclé. Là, il y a vraiment des niveaux d'expertise et je trouve que c'est hyper intéressant et content de t'avoir dans ce podcast. Bienvenue à tous, on est de retour en direct, on a eu un petit problème technique, donc on est reparti dans ce podcast et quoi de mieux que d'attaquer avec la question suivante qu'on beaucoup se posent je pense, c'est sur les opportunités qu'on peut retrouver en tant que dev, en tant que X designer, je vais y arriver, grâce à l'IA.
Qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ça? Bah écoute, aujourd'hui je pense qu'il y a plein d'opportunités parce que du coup, bah en fait l'IA a permis de gagner énormément de temps du coup sur le métier de développeur. Avant les développeurs devaient coder globalement à la main en fait chaque ligne de code et du coup le fait que l'IA en fait puisse juste servir de d'agent littéralement de travail pour les développeurs qui ont juste du coup à driver l'IA, eux comprennent en fait le code parce qu'ils sont déjà en fait formés là-dessus et du coup ils ont juste à driver leur IA pour coder 10 fois plus vite. C'est là toute la différence avec quelqu'un qui codait pas de base et qui n'est pas développeur. Parce qu'en fait, l'IA lui sort du code, mais du coup, en fait, quelqu'un de non-tech va pas comprendre ce code forcément. Ouais, Pour ok. ça, du coup, un développeur va le comprendre, va l'interpréter, va driver beaucoup plus l'IA et du coup va avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Et lui, c'est un énorme gain de temps. Donc du coup, forcément, tu as une réduction des coûts pour les clients. Et du coup, tu as une réduction aussi des équipes de développement et des délais de livraison dans les agences de dev et même sur les projets tech de manière générale. Du coup, en fait, tu as du gain de temps, du gain en termes d'employés, parce que du coup, tu as besoin de beaucoup moins de développeurs qu'avant pour faire les mêmes choses globalement. Et du coup, en fait, tu as une productivité qui est accrue beaucoup plus que quand on n'avait pas forcément d'IA, ou que l'IA, du coup, était. On va dire que l'IA était pas aussi développée que maintenant, quoi. Ok, donc tu peux faire plus de projets, mais du coup tu les factures moins. Du coup, d'un côté, tu les factures moins. Après, ça dépend aussi de. Comme je le disais avant, tu vois, même pour les agences, c'est pareil, tu vois, de ta valeur perçue, de ton positionnement. En fait, tant que tu délivres un résultat, ça dépend si t'es payé, en fait, au TGM, donc avec un taux Ah ouais, journalier. ok, ouais. Ou alors si t'es payé, en fait, à la presta. En fait, si tu factures du Mm. résultat, tu peux pricer pareil. Si tu factures du taux journalier, soit tu mens Ouais, sur le, ouais. sur le projet, soit du coup, ouais, vu que tu vas plus vite, forcément, t'es payé moins. Ouais. Et ouais, parce que du coup, si parce que tu penses que même si la boîte, elle voit que c'est fait, enfin, même si tu utilises l'IA, tu peux facturer le même projet à une boîte, quoi. Même si tu utilises l'IA, par exemple, un dev qui utilise l'IA, il peut facturer le même prix que sans dev, enfin, sans utiliser l'IA, quoi. En soi, juste sur la partie développement, euh, tel que moi je l'ai vu par exemple avec mon associé sur un de nos SaaS, en fait, tu peux même pas le voir parce qu'en fait, ouais, si tu fais du design avec l'IA, ça va se voir. Par contre, si tu fais du back-end avec l'IA, donc tout ce qui se Ouais. passe derrière en fait un projet, bah, en Ok. fait, si t'es pas développeur, tu peux pas le savoir, tu vois. Ça veut dire que, en fait, le développeur va tellement bien prompter l'IA qu'en fait, Ouais, sur ok. le résultat purement technique, on va pas même pas voir la différence parce qu'en fait, le résultat, lui, lui conviendra, du coup, à l'humain qui est derrière. Et du coup, en fait, forcément, si l'interaction marche, si la technologie en soi fonctionne grâce à l'IA, bah en fait, personne ne peut le savoir. Pour le coup, ouais, sur du design, sur du front-end, donc ce que tu vois en fait à l'écran pour Mm. l'utilisateur, ouais, là, tu vois, il y a des codes un petit peu que les IA utilisent en termes de design, et du coup, là, c'est repérable. Mais du coup, il suffit d'avoir un designer dans l'équipe, et du coup, derrière, en fait, tu peux même pas imaginer qu'en fait, un développeur utilise l'IA, tu vois, s'il le dit pas, quoi. Ouais. Du coup, bah, là, l'idée, ça serait pour vous, en fait, limite, pour tous les freelances, ça serait de faire 2 fois plus de projets. Vous avez cette capacité-là, c'est des opportunités que vous pouvez avoir grâce à l'IA, c'est de faire 2 fois plus de projets, en gros. Ouais, clairement. En fait, je dirais que moi, le gros truc, c'est que tu as un gain de temps énorme et, et qu'en fait, ouais, globalement, c'est que tu gagnes du temps. Donc, du coup, en fait, tu te libères vraiment de la place pour d'autres projets ou alors tu te libères de la place juste pour mettre ton focus sur les parties business ou sur, par exemple, la partie Ouais, design c'est ça, ouais. quand tu es designer. Et du coup, sur les tâches qui étaient juste chronophages pour rien, que l'IA, du coup, peut exécuter à notre place, on gagne un temps fou et on va dire que c'est de la pression en moins sur une presta où voilà, les tâches chiantes te gâchent juste un petit peu du temps et de l'énergie sur une presta de manière générale, quoi. Ouais, c'est incroyable parce que d'extérieur, on pourrait dire bah voilà que les métiers que ce soit dev ou UX designer à cause de l'IA en fait bah ça va couler ou ça va être remplacé mais en fait non, c'est l'effet inverse, tu peux prendre le double de projets. Donc c'est bénéfique pour les freelances en question. Ouais, j'avais pas vu cette perception. OK, cool. Et donc en fait, il faut qu'ils soient meilleurs en acquisition. Par contre, ça c'est le point où pour avoir plus de projets, du coup, il faut qu'ils soient meilleurs en acquisition ou alors en accepter plus pour ceux qui en ont. Ouais, là pour le coup, ça bouge pas. Ouais, l'acquisition, c'est toujours la partie, on va dire, un peu submergée de l'iceberg, où pour le coup, bah ouais, il faut quand même, bah, du coup,
gérer la partie vente et justement peut-être que gagner du temps, ça peut permettre du coup de se former davantage sur la partie vente et du Ouais. coup de trouver des profils un peu plus hybrides, tu vois, d'un côté tech, mais de l'autre côté du coup aussi formés sur la partie acquisition, quoi. Toi, ça a pu te permettre de doubler tes projets grâce à l'IA? En vrai, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à quantifier parce que du coup, bah, c'est vrai que je suis passé du coup moi sur un modèle où finalement on prend pas forcément plus de clients parce qu'en fait on accompagne juste nos clients sur plus de domaines et du coup moi je lance mes sas aussi en Ah ouais. parallèle donc c'est vrai que j'ai un petit peu eu du mal à le quantifier mais c'est vrai que oui je gagne un temps fou sur mes prestats et pour le coup des clients que j'avais déjà avant d'utiliser l'IA par rapport à maintenant je mets bien moins de temps à les livrer pour une qualité bah, qui reste inchangée et je dirais même qui est mieux parce que du coup moi je me suis amélioré entre temps quoi. Ouais. Ça, c'est propre. Propre par rapport à ça. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est un peu l'idée qu'on va finir ces podcasts toujours comme ça. Ce serait que tu es une personne, tu vois, t'en as plein qui te le demandent, mais des personnes qui veulent se lancer dans l'UX design, dans le vibe coding. J'utilise tes mots, hein, vibe coding, tu pourras dire ce que c'est, tiens, d'ailleurs, tu peux dire ce que c'est le vibe coding, parce que même moi, je suis pas clair à 100% là-dessus. Web coding en gros la définition c'est simple. C'est juste un profil qui est pas développeur initialement, qui se met du coup à coder. Donc Vibe, tu vois, c'est un peu en mode. Y aller un peu en mode freestyle, tu vois, sans forcément avoir les compétences. Mais du coup, avec l'IA, Ah ouais. faire ça D'accord, comme ok. ça. Ok. C'est un terme qui Donc, est un peu rattaché et en vrai que moi j'utilise comme ça, mais c'est vrai que du coup, ouais, globalement, les webcodeurs, par exemple, j'ai des développeurs ont une mauvaise réputation, quoi. ouais, bah, j'imagine. Parce qu'ils leur volent un peu leur job, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Derrière, en fait, t'as toute la partie sécurité et tout qui est ah souvent ouais. de côté, tu vois. Donc, ça fait des projets qui sont pas très structurés, pas très pro, si je peux utiliser ce terme-là. Donc, du coup, ouais, c'est pour ça que t'as un peu cette mauvaise réputation, quoi. Ouais. Et petite question, rien à voir, mais tu penses, par exemple, sur un projet, aujourd'hui, la partie sécurité, RGPD, c'est ça? Ouais, Ouais. t'as plein d'autres choses, tu vois. Typiquement, les trucs Je pense, de hacking, de faille et tout, tu vois. T'as plein de trucs, c'est ultra large. c'est une valeur ajoutée, tu penses, ça, au jour d'aujourd'hui, ou c'est juste un plus, ou c'est vraiment une valeur ajoutée pour les boîtes? Bah, pour moi, c'est un must quand même d'avoir un minimum de sécurité, tu vois. Dans le sens où demain, t'as un SaaS, toi, t'as des mecs en fait qui vibe coder, qui mettaient leur clé Stripe dans leur code, tu vois, mais dans le Ouais. code public, tu vois, par tout le monde. Donc, du Ok. coup, en fait, le mec s'est fait acquis son Stripe, tu vois. Et ça Ah impacte ouais. les clients beaucoup plus qu'il ne fallait. Donc, du coup, tu vois, sur des trucs comme ça, ouais, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Maintenant, il y a plein de choses qui sortent, tu vois, pour que l'IA review ton code juste pour la sécurité. T'as Claude qui ont sorti un plugin récemment, genre vraiment intégré dans Claude, qui s'appelle Claude Security, qui du coup review ton code directement et qui te fait une checklist en gros de ce qu'elle a vu en termes de sécurité, quoi. Des failles, etc. Donc, du coup, tu vois, de plus en plus, t'as des choses qui arrivent. Encore faut-il le savoir et encore faut-il savoir l'utiliser, quoi. Ouais, toujours un peu le même point. Et donc ouais, la question c'était voilà, pour une personne qui voulait démarrer à partir de zéro, que ce soit ce que tu as envie, hein, que ce soit le parti dev, UX design ou voilà, sur ces domaines-là en tant que freelance, qu'est-ce que tu dirais à une personne ou quel serait pour toi le plan d'action que tu dirais à une personne qui veut démarrer de zéro, si là elle regarde ce podcast-là, elle veut se lancer dans le freelance, si tu pourrais lui donner un plan d'action dans ton domaine à toi, parce que l'idée c'est qu'on puisse aller là-dessus. À mon sens, il faut dissocier deux choses, il faut dissocier le designer et le développeur. Pour moi, tu choisis ta voie, entre guillemets, toujours des profils hybrides, tu vois, bien sûr, mais pour moi, tu te spécialises dans l'un des deux. Et donc, en fait, la différence, elle se fait de manière très simple. Un profil designer, ça va être un profil qui est créatif, qui est curieux, qui va un peu partout. À l'inverse, un profil développeur, ça va être quelqu'un qui est ultra carré, ultra droit, ultra perfectionniste, euh, Mm. souvent, on va dire, plus discipliné. Parce qu'en fait, du coup, sur le développement, il faut être ultra structuré, ultra carré, que ce soit pour le back-end, donc la partie bah, du coup, que tu vois pas finalement, que sur la partie que tu vois, donc sur le front-end, donc sur l'interface, où du coup, en fait, bah, le développeur va devoir répercuter en ligne ce que le designer aura fait, tu vois, sur la maquette. Donc en fait, il doit faire ce qu'on Mm. appelle du Ouais. pixel perfect. Donc en fait, chaque bouton, chaque trait doit être exactement le même que sur la maquette. Donc du coup, c'est un travail très perfectionniste. Donc du coup, avant de se lancer, il y a un petit travail, je pense, introspectif à faire sur soi-même. Donc en fait, Ouais. comprendre ce que tu veux toi,
qui t'est en fait finalement, tu vois, même si c'est pas très profond comme truc. Mais typiquement, tu vois, si tu sais que voilà, t'es très curieux, que tu vas voir un peu partout, que voilà, peut-être que je sais pas, t'as déjà fait du dessin, t'as déjà fait quelques formes d'art que ce soit, même si tu vois, voilà, le design c'est pas forcément que de l'art. Mais en tout cas, voilà, si t'as une sensibilité design, quoi que ce soit, bah du coup, c'est peut-être le design. À l'inverse, si t'es très discipliné, très carré, très droit, bah du coup, le développement c'est peut-être ce qu'il te faut, tu vois. Ouais. Donc voilà, se poser déjà vis-à-vis de ça. Maintenant, avec l'IA, du coup, tu as de plus en plus de profils hybrides, comme on l'a dit tout à l'heure. Et après, ça va être de se confronter au client, d'aller voir ce qui se fait en termes de besoins, d'être méga curieux, du coup, même si tu es développeur, d'être méga curieux par rapport à ce qui se fait, les demandes, les nouveaux outils, les tendances. Globalement, tout bouge super vite. Donc, du coup, en fait, tu as 1 milliard d'opportunités. Mais du coup, parce qu'il y a trop d'opportunités, justement, t'as ce piège aussi de rien voir et donc du coup de rien faire finalement. Hmm. Donc, du coup, juste être méga curieux, aller voir ce qui se fait et après, du coup, essayer de te former sur des compétences clés dans des domaines clés euh, où la demande est présente, quoi. Typiquement, peut-être que le truc, c'est pas de commencer dans l'écosystème tech, tu vois, vraiment sur les trucs où il y a beaucoup de contraintes. Peut-être que le truc, c'est de commencer à se former et d'implanter l'IA, par exemple, si tu veux faire de l'IA, dans des boîtes qui n'ont pas du tout encore d'IA. Ok, ouais. Donc, ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se comprendre qui on. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait en réalité, de comprendre qui on est avant de choisir une opportunité. Il y en a beaucoup qui choisissent des opportunités pour l'opportunité et non parce qu'ils la trouvent bien. Donc, je pense que ça, c'est important déjà de se faire ce premier pied. Et une fois que tu as trouvé, par exemple, toi, ce que tu fais, c'est du design, du coup. Pour une personne qui fait ça, qui se dit, allez, moi, je veux me lancer dans le design, quel serait ton plan d'action? Donc, se confronter au marché, voir les besoins. Euh, Est-ce que tu pourrais aller plus en profondeur par rapport à ça? Qu'est-ce que toi, tu ferais? Est-ce que tu irais chercher, je te dis n'importe quoi, mais des missions sur Fiverr ou des missions un peu. Ouais, comment tu ferais concrètement? Pour le coup, aujourd'hui, moi, je miserais beaucoup sur la personal brand. Donc, du coup, en fait, même si t'as rien encore à vendre, etc., juste documenter le parcours, documenter des apprentissages, documenter ce que tu fais, parler de toi sur les réseaux, euh, ça peut te permettre vraiment de multiplier tes opportunités, littéralement. Donc, même si t'es pas forcément à l'aise avec le fait de parler face à la caméra, ça s'apprend, tu vois, on a tous commencé quelque part. Si vraiment t'es bloqué et que tu veux commencer par une autre porte d'entrée, tu peux avoir par exemple LinkedIn ou Twitter Ouais. qui vont te permettre en fait de créer du contenu sous format texte, tout simplement, sans forcément avoir besoin d'allumer ta caméra. Donc du coup, ça peut être aussi une bonne opportunité. Mais évidemment, moi, je miserais sur ton personal branding, parce que du coup, en fait, même si le jour où tu pivotes, etc., tu as toujours une audience. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il y a un gros pari là-dessus. De toute façon, globalement, l'attention, etc., pour moi, c'est la clé à l'heure de Ouais. l'IA, où finalement, en fait, voilà, tout se fait très très vite. Coder, ça se fait très très vite. Sortir une app, ça se fait très très vite. Donc en fait, pour l'instant, la seule chose qui se réexplique pas, c'est toi, c'est bah, ta personne, etc. Tu vois, donc miser là-dessus. Pas forcément pour trouver des clients directs, mais même pour te faire du réseau et Ouais. pour te faire des opportunités. C'est méga intéressant. Et moi, la plupart de mon réseau à l'heure actuelle, je l'ai fait grâce à mes réseaux, quoi. Ouais, surtout, je trouve que c'est pertinent pour vous qui montrez. En réalité, vous montrez que ce soit toi, tu montes tes SaaS, tu fais un site web, des designs, bah, tu le montres concrètement. Donc, les gens, ils ont vite fait de voir si t'es bon ou pas dans ce que tu fais, quoi. Ouais, Tu peux clairement. pas le cacher, quoi. Au-delà de montrer le résultat direct, tu vois, tu peux montrer aussi la manière dont tu travailles. C'est un peu le behind Ouais, the scenes, tu vois. Genre ouais, le truc, voilà, je te montre mes process, je te montre comment je travaille, je te montre comment je galère. Du coup, t'as ouais, ce côté authentique qui plaît beaucoup en ce moment sur les réseaux. Donc, en fait, au-delà de montrer juste ton taf final, tu peux aussi montrer la manière dont tu travailles, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu penses, ce qui va permettre juste de créer du lien, tu vois, avec ton audience et voilà, de construire une relation, tu vois, avec ton audience sans même que tu t'en rendes compte, quoi. exactement. Ouais, c'est parce que beaucoup, même moi de mon côté, faire des vidéos sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Après avoir discuté, c'est pas forcément la passion de tout le monde, mais faut aussi s'aligner avec le marché, ce qu'il veut et comment fonctionne le marché. Donc, ouais, donc vous avez deux possibilités, ou sur Instagram, si vous voulez montrer votre tête, ou sur LinkedIn. Et puis je crois, même si, enfin, tu me dis ce que t'en penses, mais si ils veulent même pas montrer leur tête ou quoi que ce soit, vous pouvez faire avec une marque, avec une marque brandée, qui ne vous représente pas vous. Je sais pas si ça, tu l'as déjà vu pour des freelances qui le font. Ouais, j'ai des exemples.
J'ai Tekio qui me vient en tête, sur Ok. TikTok, pour aller voir, qui pour le coup qui faisaient des sites web à la base, qui sont maintenant exportés sur d'autres services, et pour le coup, qui ne monte pas sa tête, qui fait juste de la voix off. Donc du coup, en fait, vous pouvez aussi faire des vidéos en mettant, je sais pas, des vidéos b-roll, juste du texte sur un fond. Tu vois, enfin, vous pouvez innover en fait, et même sans forcément montrer votre tête. Il y a aussi, par exemple, Léo Gross, qui avait un masque, tu vois, pendant les premiers mois de son activité. Ouais. Si vous avez juste un souci avec votre tête, mais que vous pouvez vous filmer et parler, bah, du coup, vous pouvez, ouais, je sais pas, mettre un masque, mettre des lunettes de soleil, flouter la tête, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Tu peux faire ce que, ouais, en vrai, ouais, il y a pas mal de possibilités. De toute façon, le tout, c'est de faire les choses. Après, le résultat, il viendra de toute manière. Est-ce que, Dorian, t'as un mot de la fin ou que tu voulais partager quelque chose d'autre par rapport à tout ce qu'on a pu échanger? Bah écoute, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une phrase que j'aime bien. L'action surpasse toujours l'inaction. Ça veut dire que demain, si vous vous lancez, euh, même si vous foncez dans le mur, vous aurez appris. Au pire des cas, vous allez rester dans votre situation actuelle. Au pire des cas, si vous prenez un coaching, un accompagnement, que vous investissez en vous-même, même si ça fonctionne pas, vous aurez juste gagné en expérience. Même sans parler d'investissement monétaire, si vous perdez juste du temps, euh, au pire, c'est que du temps, et vous aurez juste gagné en expérience. Et dites-vous que vous êtes juste à un échec de la réussite. La réussite, c'est très large, mais je pense qu'on s'est Ouais. compris et vous connaissez vos objectifs, vous qui nous écoutez. Donc du coup, juste passez à l'action, allumez votre caméra, prenez votre téléphone, écrivez un post sur les réseaux, et en fait, commencez à juste passer à l'action comme ça, même sans forcément parler de créer du contenu. Si vous avez un projet, juste lancez votre IA, commencez à en parler, essayez de concrétiser quelque chose avec Claude Code ou quoi que ce soit, allez parler à vos potentiels clients, et vous verrez que les opportunités, en vrai, elles sont partout. Ouais, c'est vrai, parce que toi, t'as commencé comment? Après, je pense que ça sera sur ça, mais toi, t'as commencé comment le design? C'est vrai je sais pas si on en a parlé au début, mais pour peut-être inspirer rapidement, toi, ça s'est fait comment à ton lancement? Globalement, pour dire ça, pour résumer ça rapidement, j'ai commencé en faisant des bannières YouTube pour des YouTubeurs, des miniatures Fortnite, etc. À l'époque de Fortnite, du coup, 2017. Et petit à petit, du coup, je me suis arrivé sur un autre jeu, GTA RP, où en fait, on était sur des serveurs, on jouait comme ça, on incarnait des rôles dans GTA. Et donc, en fait, il y avait des serveurs ces serveurs, du coup, avaient besoin de logos, des chartes graphiques globalement. Moi, je leur facturais ça, je crois, 10-15 € à peine. Et en même temps, je jouais sur le serveur. Parfois même j'étais payé en monnaie dans le jeu, tu vois, en monnaie virtuelle. Donc, voilà, Ok. je faisais mes logos comme ça et moi ça me faisait kiffer parce que du coup, voilà, j'étais payé en jeu directement ou en carte cadeau, des trucs un peu à la con. Et donc du coup un jour, il y a un des développeurs du coup d'un des serveurs qui vient me voir et qui me demande si je sais faire des sites. Moi j'avais jamais fait de site de ma vie, il m'a parlé de maquette de site même. Ouais, c'est juste le design avant le site. À l'époque je savais pas Mhm. ce que c'était une maquette. Je lui ai dit que je savais faire. Pour m'amuser, j'avais fait une maquette pour le coup d'app mobile. J'avais repris, je crois, le design d'Uber, un truc comme ça, ou Uber ou Lime, un truc comme ça, pour de la location de vélo électrique. J'avais fait une petite application comme ça pour m'entraîner juste. Et du coup, j'avais pu lui montrer ça comme un premier projet. Je lui avais dit, ouais, là, j'ai pas d'exemple de site, mais j'ai un exemple d'application mobile. Il m'avait dit, ok. Et du coup, j'avais facturé ma première maquette en apprenant sur le tas pour 600 €. Donc du coup, c'était ma première porte d'entrée du coup en design. Et c'est vrai que voilà, le prix de 600 € comme ça, tu vois, bah, par rapport aux 10-15 € que je facturais avant, Ouais. juste pour les logos, tu vois, c'était une belle porte d'entrée. Et du coup, c'est juste que j'ai dit oui, que voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, que je me suis formé sur le tas, que j'ai pris le risque. Et au final, du coup, ça a payé. Et les clients, du coup, sont arrivés ensuite par recommandation grâce à ce premier client. Ouais, t'as eu de l'audace. T'avais quel âge à cette J'avais, époque-là? j'avais 16 ans, parce que c'était 3 ans et demi. Donc, ouais, du Ok. coup. À 16 ans. Et c'était quoi ta réaction quand t'as eu le virement de 600 balles à 16 ans? Alors, c'était 2 fois 300 €. C'était sur mon compte jeune de ma banque de l'époque. Le banquier a appelé ma mère, littéralement. Donc du coup, ouais, c'était grande joie en vrai. Hein. C'était un truc de fou de voir ça sur le compte. Donc en vrai, très cool. Et en vrai, ça donne genre une motivation de fou, genre de se dire que ouais, t'es payé genre la moitié d'un SMIC, tu vois, pour l'époque. Littéralement, genre pour quelques heures de ton temps sur un ordi, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, moi, ce que je trouve qui est dingue, c'est qu'au début, quand tu t'es lancé à 16 ans, tu t'attendais pas à en être là aujourd'hui, tu vois. Donc, Ouais, c'est comme clair. quoi, ce que tu as dit, c'est vraiment vrai, il faut avancer, et puis après, le reste, bah, ça se fait tout seul, quoi. Mm. Et pour ceux qui ont peur, qui ont le fameux syndrome de l'imposteur, on finira sur ça. Quand je vous dis que l'action surpasse toujours l'inaction, j'ai dit oui, j'ai pris mon courage à deux mains. Au pire des cas, si j'avais pas réussi à satisfaire le client, il m'aurait juste pas payé et j'aurais juste appris. Donc en fait, vous avez littéralement aucun risque. Ouais, le risque, c'est de rien faire, quoi, en gros. Ouais, clairement. Au pire des cas, juste le client, bah voilà, vous le remboursez s'il n'est pas satisfait et ça s'arrête là quoi. Surtout pour les jeunes en plus, parce que je pense qu'il y aura pas mal de jeunes qui nous regarderont. Bah écoutez, super. On s'arrête là-dessus. Je te remercie, Dorian, pour cette intervention. Si vous avez des questions à ceux qui veulent se lancer sur le freelance par rapport au design, par rapport à l'IA, on mettra le contact de Dorian dans la description. Et puis voilà. Merci Dorian pour tout ton partage et toute la valeur pour ceux qui veulent se lancer à partir de zéro. Vous avez déjà un peu de matière et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez Dorian, son Instagram en bio. Et bah écoute, merci beaucoup. Et puis on se dit à très vite. Avec grand plaisir, ceux qui ont des questions, envoyez-moi un message et puis je me ferai un plaisir de vous y répondre.